coucoupera ou recoucou, parce que je les enregistre à la suite. Donc, troisième partie sur l'histoire des États-Unis. Je remets tout en route. Le petit diapo pourri, la petite musique qui passe, mais bon, sans plus. Tac. Et j'en suis à de l'élection du premier président à la fin de la guerre de sécession. Alors, les bases de la politique américaine. Le 4 mars 1789, George Washington est élu président, inaugurant une nouvelle période dans l'histoire des États-Unis. L'interprétation de la Constitution américaine donne naissance à deux écoles de pensée qui s'opposent sur le partage des compétences entre les États et l'État fédéral. Il en découle. Oh là là, putain, on n'a pas fini si je coupe tous les mots. Alors, il en découle la formation des premiers partis politiques. La première école pense qu'il faut renforcer le pouvoir fédéral, d'où son nom de fédéraliste. Elle suggère que l'État ne peut se passer d'un exécutif efficace. Les fédéralistes, pour la plupart d'origine aristocratique, se méfient du peuple. Leur chef de file est Alexander Hamilton, secrétaire au Trésor du cabinet formé par George Washington. Le second courant de pensée regroupe les républicains qui défendent l'idéal d'une république de petits propriétaires, libres et égaux, ne devant rien à personne. Attachés à la liberté individuelle, ils se méfient du pouvoir central. Ils sont les défenseurs farouches du droit aux États fédérés. Ils ont comme porte-parole Thomas Jefferson, le premier secrétaire d'État de l'Union. Pendant la Révolution française, la sympathie des fédéralistes et de George Washington va au Royaume-Uni, alors que celle des républicains va aux révolutionnaires français. La première recommandation du premier président des États-Unis est de tenir la jeune nation à l'écart des querelles européennes, conseil suivi pendant plus d'un siècle. Sous la présidence de John Adams, 1797-1801, un fédéraliste a lieu... Attends, je n'arrive pas à comprendre. Sous la présidence de Trucmuche, un fédéraliste, ok, a lieu la quasi-guerre avec la France, 1798-1800. Le républicain démocrate Thomas Jefferson devient ensuite président des États de 1801 à 1809. Sous ces deux mandats, le gouvernement est transféré dans la nouvelle capitale fédérale, Washington, construite à cet effet. En 1803, la France vend la Louisiane aux États-Unis pour 15 millions de dollars, ce qui permet le doublement du territoire de l'Union. La Nouvelle-Orléans permet aux nouveaux États situés le long du Mississippi d'avoir un débouché maritime. Les explorateurs Lewis et Clark découvrent les affluents de la rive droite du Mississippi avec l'aide de l'armée fédérale. L'Ohio entre dans l'Union. Les institutions sont acceptées pour tous et les luttes de partis s'apaisent. James Madison 1809-1817 et James Monroe, putain, oh, je vais te les inventer tous, hein, les dates, les noms, tout. Alors lui, 1817-1823 sont tour à tour élus à la présidence. Cependant, des conflits passionnés opposent les factions et les religions sur le plan du développement économique et de l'esclavage. En 1812 éclate une guerre contre le Royaume-Uni qui dure jusqu'en 1815, appelée aussi la Seconde Guerre d'indépendance. Elle est causée par la volonté britannique d'interdire le commerce entre les États-Unis et la France et par le blocus britannique le long des côtes américaines. Les États-Unis décident donc de déclarer la guerre en envahissant le Canada britannique, pensant profiter de l'importante mobilisation britannique sur le front européen, la campagne de Russie de Napoléon. Madison veut faire respecter le droit de neutralité. Les Américains, dirigés par le général Andrew Jackson, battent un corps expéditionnaire britannique à la Nouvelle-Orléans,
le 8 janvier 1815. En 1819, l'Espagne cède la Floride aux États-Unis. En 1823, Monroe édite les principes de son administration dans un message au Congrès, auquel on donnera plus tard le nom de doctrine Monroe. Les États-Unis s'interdisent de se mêler des affaires européennes, mais en retour demandent aux puissances européennes de s'abstenir de toute intervention dans les affaires du continent américain. De plus, ils considéreraient comme inamicale toute action européenne contre un gouvernement américain ayant proclamé son indépendance. Cette déclaration porte en elle la panaméricanisme et la légitimation de l'hégémonie américaine sur le reste du continent. Ils veulent ma peau, quoi. Alors, Andrew Jackson devient président en 1828. Cet homme du peuple incarne la poussée des nouveaux États. Il met en place le spoil system. Sous la présidence, les constitutions des États achèvent de se démocratiser. L'école et la presse connaissent un véritable développement. Alors, l'expansion vers l'ouest. Le territoire américain s'est considérablement agrandi depuis la présidence de Washington. Le pays compte déjà 5 millions d'habitants en 1810. La colonisation vers l'ouest franchit le Missouri après 1840. C'est à ce moment que l'idée du destin manifeste. C'est à ce moment que l'idée du destin manifeste voit le jour. Les États-Unis sont destinés à s'étendre de l'Atlantique à l'océan Pacifique. En 1846, le Royaume-Uni cède l'Oregon aux États-Unis. C'est la première fenêtre américaine sur l'océan Pacifique. Depuis le Mississippi et le Missouri, les pionniers suivent la piste de l'Oregon vers leur chariot en route dans leur chariot, ouais, ça va un peu mieux. Une route de plus de 3000 km. En 1846, les Mormons s'installent près du Grand Lac Salé et bâtissent Salt Lake City, dans l'Utah. La guerre américano-mexicaine se termine en 1848 par l'annexion du Texas, de l'Utah, du Colorado et d'une partie de l'Arizona et de la Californie, quelques semaines avant la découverte de fameux gisements d'or dans cette région. En quelques mois, près de 80 000 migrants y affluent attirés par la fièvre de l'or, vite déçus car les principaux gisements sont déjà exploités. En 1853, l'annexion de nouveaux territoires permet d'améliorer les communications entre le Texas et la Californie. De 1803 à 1853, les États-Unis ont triplé leur superficie qui atteint désormais 7 millions de kilomètres carrés d'un océan à l'autre. Ces nouveaux territoires, au climat semi-aride, attirent principalement les chercheurs d'or, 100 000 candidats pour le Colorado en 1859. Les pionniers évincent les Indiens à mesure de leur marche vers l'ouest. À partir de 1820, le secrétaire de la guerre, John Caldwell Calhoun, applique une politique de déplacement des tribus. Jackson, devenu président, poursuit cette politique. Les Indiens, peu nombreux et peu organisés, sont incapables de contenir le flot des migrants. Ils sont transférés dès 1826 à l'ouest du Mississippi. En 1834, une réserve indienne est créée dans la région aride de l'Oklahoma. Depuis les Indiens déportés en Oklahoma, on peut citer les Cherokees déplacés en 1835, dont le nombre moururent de maladies et de privations sur la piste des larmes. Les terres vierges ainsi conquises deviennent la propriété du gouvernement fédéral. Elles sont mises en vente à un très bas prix, $1 l'acre. Comme je ne sais pas ce qu'est un acre, voilà. L'administration autorise même ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter des terres à occuper des parcelles à titre gracieux. Quand celles-ci sont mises en vente, ils peuvent se porter acquéreurs s'ils le peuvent, ou bien demander des indemnités au
aux nouveaux propriétaires en échange des travaux de défrichement qu'ils ont effectués. Ceux qui s'installent dans les terres de l'Ouest sont majoritairement des Américains de souche venus des terres pauvres de Nouvelle-Angleterre, de Caroline et de Virginie. Ils sont en quelque sorte des rudes héritiers des pèlerins du Mayflower. Les nouveaux États n'ont pas à tenir compte d'une organisation sociale ou de privilèges anciens. Ils se dotent pour la plupart d'institutions démocratiques où le suffrage universel est la règle. Pour relier entre eux les États, le gouvernement fédéral développe les moyens de communication par la construction de canaux, de lignes de chemin de fer. Dès 1860, le Pony Express transporte en 10 jours le courrier de Missouri à la Californie. En 1859, la découverte des plus importants filons d'argent de l'histoire rend ce métal surabondant, lui faisant perdre sa valeur monétaire, mais provoque l'afflux d'aventuriers dans le Nevada sur le Comstock Lode. L'opposition entre le Sud et le Nord. Les oppositions économiques. À partir de 1830, l'entente entre le Nord et le Sud est remise en cause. Plusieurs facteurs contribuent à l'éloignement des deux régions. Le nord-est de l'Union s'industrialise rapidement, protégé par des tarifs douaniers élevés. Les États du Sud sont pour leur part restés essentiellement agricoles. Ils ne disposent en 1860 que de 10% du potentiel industriel du pays. Le coton est progressivement devenu une monoculture à partir du début du XIXe siècle. Il est pour l'essentiel vendu aux manufactures britanniques. Alors que 75% des habitants libres du Sud et du Sud-Ouest n'ont pas d'esclaves, les petits propriétaires s'identifient et soutiennent les riches planteurs. Les aristocrates du Sud préfèrent acheter les produits raffinés venus d'Europe plutôt que ceux produits sur le sol américain. Ils tiennent au libre-échange et sont hostiles aux tarifs douaniers concédés par le Congrès aux manufacturiers du Nord. L'antagonisme sur les tarifs douaniers fait ressurgir le débat entre les partisans du droit des États et ceux de l'État fédéral. John Calhoun, alors vice-président, se fait le porte-parole des sudistes et théorise la nullification, soutenant qu'une minorité, un État par exemple, est en droit de le droit de se protéger contre la décision d'une majorité, c'est-à-dire le pays, en annulant les lois qu'il juge contraires à sa propre législation. En 1832, la théorie de Calhoun est mise en pratique par l'État de Caroline du Sud qui déclare anticonstitutionnels les tarifs douaniers prohibitifs votés par le Congrès. En riposte, Jackson envoie des navires de guerre à Charleston en novembre 1832. Il met en place une nouvelle législation accordant à l'État fédéral des pouvoirs accrus en cas de refus de la part d'États de pays des impôts au Trésor. En février 1833, Calhoun dénonce alors la tyrannie jacksonienne, mais réussit à convaincre l'Assemblée de Caroline du Sud de dénoncer la nullification et de ne pas s'engager dans la voie de la sécession. Le sénateur Henry Clay propose sa médiation et fait voter un nouveau tarif douanier présenté en 1833, prévoyant de réduire progressivement tous les droits de douane afin qu'en 1842, les taxes sur toutes les marchandises soient ramenées au niveau de 1816. La question de l'esclavage. Dès 1787, les pères fondateurs s'étaient posé la question de l'abolition de l'esclavage, mais jugeant l'esclavage comme une forme de propriété, ils n'avaient rien statué. En 1807, l'abolition de la traite, décidée dès 1787, entre en vigueur, mais l'esclavage ne disparaît pas. Au contraire, il se développe l'esclavage d'esclaves,
se développe. Non, c'est voilà. L'esclavage d'esclaves remplace alors la traite car la culture du coton exige une main-d'œuvre nombreuse. L'esclavage devient la clé de voûte de l'économie sudiste et du maintien de son art de vivre. Oh, il n'y a déjà plus de photos? Eh ben, on la remet. Dans le Nord, le public commence à s'émouvoir d'un état de fait qui contredisait les grands principes de la Constitution. Les abolitionnistes, qui passaient au départ pour des exaltés, gagnent peu à peu des pans entiers de l'opinion, notamment dans les églises. Les esclavagistes sont sur la défensive. Le Royaume-Uni en 1833, la France en 1848 abolissent l'esclavage. Après l'immense succès de La case de l'oncle Tom d'Henriette Beckerstowe, ouais, j'ai une culture publié en 1852, le débat entre abolitionnistes et esclavagistes fait rage. J'ai pas tout compris. Les esclavagistes défendent le droit des États à se prononcer sur un problème qui les concerne et qui touche leur intérêt supérieur. La question de l'esclavage donne naissance à une compétition entre le Sud et le Nord au sujet des territoires de l'Ouest. Les planteurs du Sud ont faim de terre pour cultiver le roi coton, toujours plus demandé mais qui épuise les terres. Ils s'installent dans l'Arkansas et dans le Missouri. Ils cherchent à faire adopter pour ces nouveaux États des constitutions légalisant l'esclavage. Mais pour les habitants du Nord, l'esclavage aurait comme conséquence la disparition des fermiers libres. Le problème devient important au niveau fédéral car chaque nouvel État envoie 2 sénateurs à Washington. Des compromis successifs sont trouvés. En 1820, l'admission du Missouri comme l'État esclavagiste est compensée par celle du Maine, État libre. La limite entre les États libres et les États esclavagistes est ensuite fixée à 36°30, je ne sais pas comment ça se dit, de latitude nord. Alors, les États entrent par couple dans l'Union, maintenant ainsi le statu quo. Mais la Californie, pourtant située au sud du parallèle fatidique, entre dans l'Union en tant qu'État libre. L'équilibre est remis en cause. En 1854, l'instigation du sénateur Douglas, il est décidé que chaque État choisirait lui-même son statut. Chacun des 2 camps envoie des flots d'immigrants dans les deux prochains territoires devant entrer dans l'Union, le Kansas et le Nebraska. Les partis politiques se recomposent en fonction du problème. En 1854, un nouveau parti, le Parti républicain, voit le jour. Son programme est de contenir l'esclavage à défaut de l'abolir et maintenir l'Union. Mais les passions sont telles que la sécession du Sud s'annonce. Alors que les esprits sont échauffés de part et d'autre, la campagne pour élire le successeur de James Buchanan revêt une importance capitale. Alors, 4 candidats s'affrontent au lieu de 2 habituellement. Le Parti démocrate présente 2 candidats. Ceci fait le jeu du jeune Parti républicain qui parvient à placer en tête son candidat, l'avocat de l'Illinois Abraham Lincoln. Il devient président des États-Unis avec 40% des voix. Sans même attendre son entrée en fonction, la Caroline du Sud sort de l'Union le 20 décembre 1860, suivi de plusieurs États. Ces derniers constituent en février 1861 un nouvel État indépendant, les États confédérés, avec Jefferson Davis comme président et Alex Stephens de Géorgie comme vice-président. Le 12 avril 1861, l'artillerie sudiste tire sur Fort Sumter, une forteresse fédérale située près de Charleston. La guerre de sécession commence. On n'a pas fini, hein. Il y a un pavé sur la guerre de sécession maintenant. Alors, la guerre de sécession tient une place fondamentale dans l'histoire des États-Unis. Elle divise encore des esprits.
Jusqu'aux environs de 1910-1920, les historiens pensent que l'esclavage est la raison principale du départ de l'Union du Sud. Celui-ci pensait ne pouvoir survivre sans cette institution. L'historien Alan Nevins a montré que plusieurs facteurs ont joué simultanément: les progrès de l'abolitionnisme, le fanatisme et l'incompréhension. La guerre est ainsi le résultat d'un long divorce résultant à la fois de différences économiques, d'opposition sociale, d'une incompréhension intellectuelle et de faux calculs sur les intentions de l'adversaire. Alors, le conflit. Ah, j'ai les yeux qui commencent à pleurer. Alors, dès le début, la lutte semble inégale. Face aux 11 États du Sud peuplés par 9 millions d'habitants, se dressent 23 États, bientôt 25, peuplés de 25 millions d'hommes. Le Nord possède tous les grands centres industriels et les principaux ports. Ses ressources financières sont considérables. Le Sud a une économie surtout agricole. La présence de 3 millions d'esclaves laisse surgir le spectre de la révolte servile pendant tout le conflit. Mais les sudistes, excellents militaires, ont l'intention de lutter pour leur survie et jettent toutes leurs forces dans la bataille. Ceci leur permet de résister et de retarder de plusieurs années l'échéance inéluctable, à savoir la victoire du Nord. La guerre de sécession est aussi considérée comme la première guerre moderne. Recours massif au transport ferroviaire, au télégraphe, adoption du fusil rayé qui décuple la puissance et la précision du tir, chargement des canons par la culasse, emploi d'armes à répétition, nouvelles formes de défense, tranchées, remblais de sacs de terre. Les opérations militaires se déroulent sur 3 fronts. En premier lieu sur le front de l'Est, en Virginie, dans le Maryland et en Pennsylvanie. Chacun des belligérants tente de s'emparer de la capitale adverse. Les batailles sont longues et sanglantes comme celle de Fredericksburg et surtout de Gettysburg en juillet 1863, sans qu'aucun des camps ne l'emporte définitivement. Sur le front du Sud, la Nouvelle-Orléans dans la Confédération. Oh là, j'ai loupé une ligne. La Nouvelle-Orléans tombe le 1er mai 1862. Le Sud est privé du Mississippi, voie essentielle pour son ravitaillement, alors que le réseau ferré est peu développé dans la Confédération. Dans la seconde partie du conflit, le front de l'Ouest devient le théâtre principal des opérations. Le général Sherman entreprend un mouvement pour prendre à revers les Confédérés. Après la chute de Vicksburg sur le Mississippi le 1er juillet 1863 et du nœud ferroviaire de Chattanooga au Tennessee, Atlanta tombe le 2 septembre 1864. De Savannah, prise le 21 décembre 1864, Sherman se dirige vers le nord. Le général Grant reçoit la reddition de Lee à Appomattox le 9 avril 1865. En tout, 175 000 hommes déposent les armes, mais aucune représaille n'est exercée. La guerre a causé 500 000 morts dans les 2 camps, dont plus de la moitié est décédée des suites de maladies contractées à l'armée. Les conséquences et séquelles du conflit. La première séquence de la guerre de sécession est l'abolition de l'esclavage. Attends, je vois plus rien. Ce dernier n'est pas aboli dès le début du conflit. En effet, 3 États esclavagistes sont restés dans l'Union, le Maryland, le Missouri et le Kentucky. Lincoln, soucieux en premier lieu de préserver l'Union, veut les ménager. Les mesures d'émancipation sont donc progressives. Après avoir interdit l'esclavage dans le district de Columbia et dans les territoires, le président annonce en septembre 1862 l'émancipation des esclaves dans les États rebelles à dater du 1er janvier 1863. Puis, le 13e amendement en décembre 1865 qui supprime l'esclavage sur tout le territoire américain. Mais rien n'est prévu pour intégrer les Noirs à la société.
En effet, seule une minorité d'Américains, les radicaux, pensent que les Noirs sont les échos des Blancs et doivent avoir des droits politiques. Certes, le 14e et 15e amendements adoptés en 1868-1870 garantissent à tous les citoyens américains des droits égaux et la protection de la loi. Mais ils ne profitent pas aux Noirs. Un bureau des réfugiés affranchis et terres abandonnées est bien créé en 1865 pour reclasser les Noirs chassés des plantations ou sans travail, mais la corruption et le favoritisme rendent l'action du bureau inefficace. Un travail efficace est cependant mené pour la scolarisation des enfants noirs. Mais les Noirs arrivés en masse dans les villes se retrouvent sans emploi et ceux restés à la campagne deviennent des métayers au sort misérable. Sur le plan politique, il s'agit de réintégrer les États rebelles dans l'Union. Lincoln, partisan de la clémence, avait demandé que les États retrouvent leur place dès que 10% des citoyens auraient prêté un serment d'allégeance à l'Union. Les républicains radicaux, dirigés par Thaddeus Stevens et Charles Sumner, obtiennent le vote d'une loi plus sévère fixant le seuil à 50%. Mais à la fin de la guerre, les attentats politiques se multiplient. Lincoln est assassiné par John Wilkes Booth. Bref, celui-là, je ne sais vraiment pas comment le prononcer. Au théâtre Ford, le 14 avril 1865. Le général Grant et le secrétaire d'État Seward échappent de peu à un attentat. Le successeur de Lincoln, Andrew Johnson, partisan d'une politique de réconciliation, accorde son pardon à tous les États rebelles et entérine toutes les constitutions des États, même celles où règnent des codes noirs. La lutte entre le président et le Congrès, dominé par les radicaux, est alors sans merci. Le Congrès impose la rédaction de nouvelles constitutions qui doivent recevoir son approbation a posteriori. Il cherche à imposer le droit de vote des Noirs à un Sud hostile. La reconstruction alors est l'occasion de prendre une revanche sur les États du Sud occupés militairement par les nordistes. Le pouvoir est confisqué par les carpetbaggers, des nordistes sans scrupules venus s'enrichir dans le Sud, et les Scalawags, des renégats sudistes. Pendant une courte période, des Noirs se retrouvent à des postes politiques et administratifs. Les anciennes élites sont écartées de la vie publique. Elles comportent aussi des aspects positifs puisque les carpetbaggers et les Scalawags entreprennent aussi de combler le fort retard économique du Sud en construisant entre autres des voies de chemin de fer. La résistance à la reconstruction prend plusieurs aspects. Une forme violente avec la naissance de sociétés secrètes racistes comme le Ku Klux Klan ou les chevaliers aux camélias blancs, le refus de payer des impôts empêchant les gouvernements locaux de mener à bien leur politique en faveur de l'égalité des droits. La reconstruction a laissé une certaine amertume chez les blancs sudistes. Dès 1868, le Nord commence à se désintéresser du Sud. Il laisse peu à peu le pouvoir aux démocrates bourbons, des hommes d'affaires du Sud bien décidés à industrialiser la région. Républicains et démocrates bourbons entretiennent de bonnes relations et trouvent des accords politiques. Voilà, il y a encore du pavé. On va faire ça après. Voilà. Bonne nuit, Péra.